Les escrocs, les plus fourbes de tous les délinquants. Charmants, froids et calculateurs, ils trahissent la confiance et dévastent des vies, tout en restant une énigme totale. Nous sommes sur le point d'explorer le monde mystérieux de ces grands délinquants, en donnant un aperçu inédit des rouages complexes de l'esprit de certains des escrocs les plus rusés du monde. Nous révélerons les détails et les subtilités de leurs délices élaborés, et dévoilerons comment la justice a fini par les rattraper. Dans cet épisode, l'histoire d'un Colombien globe-trotteur, dont les délits lui ont rapporté selon les estimations plus d'1 million de livres sterling au cours de la dernière décennie, et que l'on pourrait désigner comme l'un des escrocs les plus doués au monde. Juan Betancourt est sans aucun doute la quintessence de l'escroc. Et pour explorer et comprendre pleinement la stratégie sophistiquée de cet escroc par excellence, des experts tels que Kerry Denz, psychologue judiciaire, proposeront leur propre analyse. Cet homme entre dans les plus beaux et les plus grands hôtels du monde, les mains complètement vides, puis il en ressort avec de l'argent, des cartes de crédit, des bijoux et des passeports. C'est un escroc et un artiste de l'évasion. Il possède une douzaine d'identités différentes et un charme que l'on ne peut qualifier que d'hypnotique. Un délinquant si impassible, que même lorsqu'il a été envoyé en prison, il a trouvé le moyen de s'évader par la porte d'entrée. Après avoir purgé 2 mois de sa peine de 3 ans et demi, il a franchi la porte pour se rendre à un rendez-vous chez le dentiste, et il a filé sans se retourner. Dans les hôtels 5 étoiles les plus exclusifs du monde, les clients prestigieux expérimentent l'hospitalité la plus raffinée qui soit. Mais dans ce milieu d'élite, un escroc a mis au point une arnaque presque parfaite. Pendant plus d'une décennie, Juan Carlos Guzmán Betancourt s'est attaqué à ces lieux exclusifs. Son objectif était de voler les clients les plus fortunés. La carrière de ce bel escroc, charmant et raffiné, et son arnaque d'hôtel parfaitement rodée, ont été suivis de près par la journaliste judiciaire Sarah O'Connor. Il se présente toujours comme un client. Parfois il prend un café. Parfois il demande de la monnaie. Il s'assure que le personnel le reconnaisse. Il devient un visage familier dans l'hôtel. Tous les hôtels sont de petites communautés. Une fois que le personnel vous a vu plusieurs fois au bar ou à la réception, il a tendance à vous considérer comme un des clients de l'établissement. La plupart des escrocs veulent passer inaperçus, mais dans ce cas, Betancourt a tiré le meilleur parti de ses amitiés, si l'on peut dire, avec le personnel de l'hôtel. Il leur était au moins familier. Il était là et se faisait remarquer pour qu'on le prenne pour un client de l'hôtel. Et ainsi, en se faisant remarquer, il est devenu presque anonyme. Une des personnes qui connaît le mieux le mode de fonctionnement de Betancourt est un agent de la police irlandaise, qu'on appelle la Garda, qui a été sur sa piste après l'un de ses plus gros coups en 2005. Il s'agit du sergent de la Garda, Brian McGlynn. Il allait voir la réception ou le personnel du bar et disait « Je suis un client, puis-je utiliser votre téléphone public ou votre distributeur de cigarettes, puis-je utiliser votre Internet ?» Mais en disant « Bonjour, je suis un client », il fait se dire au réceptionniste ou aux membres du personnel « Ah d'accord, c'est un client ». Et quand il les revoit, ils sont encore plus convaincus. Mais ce n'est que la première étape de la stratégie de l'escroc. Tout en se familiarisant avec le personnel, il essaie d'en savoir le plus possible sur les clients, comme leur nom et leur numéro de chambre, surtout s'ils semblent fortunés. Vous savez, si vous fréquentez un bar, vous entendrez les clients venir au comptoir, ou même interagir avec le serveur à leur table, et échanger des numéros de chambre et des noms. Une chose assez ingénieuse qu'il fait, c'est qu'il se tient dans la file d'attente du petit déjeuner et qu'il écoute les clients donner leur nom et leur numéro de chambre au maître d'hôtel. Les fondations étant minutieusement posées, Betancourt s'apprête à lancer la 3e phase de son escroquerie, la phase la plus risquée. C'est là que le travail de fond porte ses fruits, car une fois qu'il a ces informations, il se rend à la réception pour parler à un membre du personnel qui lui est familier et qui le reconnaît. Peut-être que ce membre du personnel a déjà changé de l'argent pour lui, alors il va lui demander la carte d'une chambre, en utilisant le nom d'un client. Connaissant l'identité du client et sachant qu'il a quitté sa chambre, il dit simplement « J'ai perdu la carte de ma chambre ». Ou bien « Je ne la trouve plus, vous pouvez m'en donner une autre ?» Juan Betancourt a su allier sa stratégie ingénieuse à son charme hypnotique. Ainsi, la réceptionniste serviable remettait à l'escroc la carte d'accès à une chambre ou une suite à laquelle il n'aurait en réalité jamais dû accéder. Il est très convaincant avec le personnel de l'hôtel.
Il récupère très rapidement les informations nécessaires pendant son séjour à l'hôtel, pour pouvoir approcher le personnel en toute confiance. Telle est la culture de l'hôtellerie 5 étoiles. Le client a toujours raison, et un client qui ressemble à Juan Betancourt ne sera jamais remis en question. Les grands hôtels sont en quelque sorte un écosystème spécialisé pour les escrocs. Car si l'on sait ce que l'on fait, si l'on peut déchiffrer le code de l'hôtel, on peut s'en tirer avec toutes sortes de choses. Ce qui rend les hôtels de luxe particulièrement vulnérables aux escrocs, c'est qu'ils mettent un point d'honneur à donner aux clients fortunés la sensation qu'il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il n'a pas besoin de prouver son identité. Vous savez qui il est. C'est un client régulier, fiable et apprécié. Vous dites juste oui monsieur, pas de problème monsieur, comme vous voulez monsieur, tout de suite monsieur. Il faut être très respectueux. En ce sens, c'est un terrain idéal pour un escroc, car ce qui compte c'est l'attitude. Et c'est là tout l'art de l'escroc. La troisième étape terminée, Betancourt continue de manière décontractée, entamant la quatrième étape de son escroquerie de haut niveau. Muni de sa carte d'accès, il se rend dans la chambre d'hôtel. Il s'assure qu'il n'y a personne et introduit la carte. Une fois que cet homme est entré dans la pièce, il peut prendre son temps pour la parcourir et s'emparer de divers objets, comme des montres, des bijoux, des cartes d'identité, des espèces. Une fois qu'il aura fait tout cela, il demandera à la sécurité de venir pour ouvrir le coffre-fort. C'est le bouquet final. La cinquième et dernière étape de l'escroquerie de Betancourt conduira les hôtels les plus illustres du monde à ouvrir les coffres-forts de leurs clients à la demande de l'escroc et à lui en remettre le contenu. Il ne sonne pas à la réception de l'hôtel. Il appelle la sécurité de l'hôtel et leur dit qu'il ne peut pas accéder à son coffre-fort, car il a perdu son code PIN. Le simple fait qu'il soit dans la chambre est suffisamment convaincant pour que l'agent de sécurité se dise « s'il est là, c'est que c'est sa chambre » et il va donc ouvrir le coffre-fort. Il s'agit d'une escroquerie plutôt ingénieuse, mais en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il profite de l'économie sociale des hôtels de luxe. La chambre ne semble pas endommagée et aucune effraction n'a été signalée. Il n'y a aucun signe suspect dans la chambre. Il lui ouvre donc le coffre-fort. Une fois seul, il se sert dans le coffre, qu'il s'agisse de bijoux, de passeports, de cartes de crédit ou d'espèces. Il prend tout, et il quitte l'endroit comme si de rien n'était. Betancourt avait mis au point l'escroquerie presque parfaite pour les hôtels 5 étoiles, en profitant du service impeccable qu'il proposait. Elle était si parfaite qu'au cours de sa carrière criminelle, Juan Betancourt n'a jamais été pris en flagrant délit. C'est un plan méticuleux, c'est impeccable, c'est plausible d'un bout à l'autre. Il est très fréquent que les clients perdent leur carte ou oublient le code de leur coffre. Il a le physique pour. Il porte des vêtements de marque, une montre élégante. Il est le charme incarné. Il a été décrit comme étant d'un charme hypnotique, alors pourquoi se poser la question de savoir s'il est bien un client? En un peu plus d'une décennie, cet escroc d'hôtel aurait amassé près d'1 million de livres sterling, grâce aux hôtels les plus illustres du monde. Mais la carrière de l'escroc international s'étend sur bien plus d'une décennie. En 1993, à l'âge de 17 ans, Betancourt a choqué le monde entier en réalisant une escroquerie qui l'a propulsé au rang d'infamie mondiale. Pendant une décennie, Juan Carlos Guzmán Betancourt, escroc raffiné, élégant et énigmatique, a fait des hôtels 5 étoiles son terrain de chasse. Et a mis au point la stratégie ultime pour s'infiltrer sans effort dans leurs plus belles suites, et dévaliser les coffres-forts, avec à chaque fois l'aide involontaire du personnel du 5 étoiles. Les personnes riches, et ceux qui gèrent leurs moindres besoins, sont des cibles faciles. Car si vous avez la tête de l'emploi, si vous parlez leur langage et si vous agissez en conséquence, ils vous accepteront souvent sans hésitation comme l'un des leurs. Et ils vous accorderont toutes sortes de privilèges qui ne seraient pas accordés à des personnes normales. Et on peut s'en tirer avec toutes sortes de choses. La police estime que Betancourt a empoché plus d'1 million de livres sterling provenant des hôtels qu'il a habilement cambriolés. Mais la vie 5 étoiles est bien loin des débuts modestes de l'escroc. Si l'on en croit la légende de Betancourt, il serait né dans la ville colombienne de Roldanillo en 1976. Il vivait dans une cabane en terre glaise, sa mère était femme de ménage et son père ouvrier agricole. Que ce soit vrai ou non, il est incroyablement captivant. Un garçon issu d'un milieu si modeste a réussi à duper des hôtels 5 étoiles de manière très efficace.
Sa mère a admis qu'il avait été maltraité, que son père était parti alors qu'il n'avait qu'un mois, et qu'elle s'était remariée. Lui s'était senti rejeté et mis de côté. On constate souvent que les personnes qui ont grandi avec le sentiment de ne pas être aimées ou d'avoir été abandonnées sont absolument déterminées à réussir, mais surtout à réussir par elles-mêmes et selon leurs propres conditions. Il est clair que Bettencourt a réussi, d'une certaine manière. Il a certainement fait du chemin depuis sa cabane en terre en Colombie. Mais ce qu'on doit se demander, c'est s'il avait mis autant d'imagination, d'énergie et de volonté dans un mode de vie légal et légitime, où en serait-il aujourd'hui? L'histoire raconte que Bettencourt a quitté la maison à l'adolescence à la suite d'une dispute familiale. La légende raconte qu'après s'être enfui de chez lui, l'escroc a survécu en mangeant dans les poubelles, et qu'il a vécu avec d'autres enfants des rues dans un avion abandonné, à l'aéroport de Cali, en Colombie. Les avions et les aéroports deviendront encore plus importants dans la mythologie de Juan Bettencourt. C'est en 1993, à l'âge de 17 ans, que l'escroc est entré pour la première fois dans la conscience publique. Et quelle entrée en matière! Le premier moment décisif pour Bettencourt s'est donc produit aux premières heures du 1er juin 1993, et il a vraiment fait forte impression. Il a été trouvé errant près de l'aéroport de Miami, aux États-Unis. Il était tout débraillé, et d'après ce qu'on dit, c'était un passager clandestin d'un avion en provenance de Colombie, mais il ne s'était pas caché dans la soute de l'avion. Il prétendait avoir voyagé caché dans le puits du train d'atterrissage de l'avion. Personne ne sait si l'histoire choquante du jeune clandestin est vraie, ou s'il s'agit de la première escroquerie de sa carrière internationale. Cet avion volait à une altitude de 10 700 mètres, soit 1500 mètres de plus que le mont Everest. Et à une température de moins 40 degrés, les experts aéromédicaux disent que cette histoire est vraiment difficile à croire. Il semble impossible qu'un adolescent survive à ce genre de voyage, mais le personnel de l'aéroport a déclaré que certaines personnes l'avaient vu tomber du puits du train d'atterrissage. Apparemment, il est resté allongé pendant quelques minutes, inconscient, avant de commencer à se réveiller et à trembler. Les risques qu'il a apparemment pris pour quitter la Colombie montrent bien qu'il s'agissait de quelqu'un qui n'avait pas le choix et devait s'échapper. Quelqu'un qui était vraiment déterminé à refaire sa vie par tous les moyens. Bettencourt, sous le nom d'emprunt de Guillermo Rosales, a raconté aux journalistes avides son histoire fantastique de fuite de la pauvreté et de défiance de la mort. Il prétendait avoir 13 ans à l'époque, mais nous savons que c'était un mensonge. Il a été établi qu'il avait 17 ans. Il a également affirmé qu'il était orphelin et qu'il était monté dans le puits du train d'atterrissage, juste avant le décollage de l'avion, et qu'il y était resté pendant toute la durée du vol. Il a déclaré que l'image de ses parents décédés l'avait aidé à entreprendre le voyage de la Colombie à Miami. Le récit de ce jeune clandestin de 13 ans a fait sensation dans les médias. Guillermo Rosales, en réalité Juan Bettencourt, âgé de 17 ans, a été placé sous la tutelle d'un policier de Miami et de sa femme. Mais alors qu'il logeait chez lui, l'adolescent a volé des bijoux, des outils et un vélo. Il a également disparu avec un fonds de soutien de 75 000 $ que des citoyens américains avaient gentiment constitué pour le prétendu orphelin qui avait trompé la mort. Cependant, les autorités colombiennes ont rapidement rétabli la vérité au sujet de l'enfant qui s'était accroché à la roue de l'avion reliant la Colombie à Miami. Le consulat a révélé que cette personne n'était pas un orphelin de 13 ans, mais qu'il s'agissait de Juan Bettencourt, qu'il avait 17 ans, que ses parents étaient vivants, et qu'il avait un casier judiciaire dans son pays d'origine. Bettencourt a été expulsé de Miami en 1994, et à nouveau en 1995, lorsqu'il a tenté d'y retourner. Mais son premier séjour dans le pays où tout est possible a été formateur, et a jeté les bases de sa future carrière d'escroc. À la fin des années 90, Juan Bettencourt avait poli son escroquerie d'hôtel. Il n'a jamais été pris la main dans le sac pendant son arnaque des 5 étoiles. Et comme il utilisait plus d'une douzaine de pseudonymes, quand la police le rattrapait, ce n'était jamais pour longtemps. À Londres, en 1998, après l'avoir arrêté pour une arnaque dans un hôtel, la police a relâché un homme qui prétendait s'appeler Gonzalo Zapater Vives. Il avait été interrogé sur une série de vols dans des hôtels de luxe de Londres. Il a été inculpé, mais n'a jamais été jugé, car il a manqué à comparaître. Après avoir manqué à comparaître, il a totalement disparu pendant 1 an. 1 an plus tard, en 1999, un homme appelé César Ortigoza Vera a lui aussi été libéré d'une garde à vue au Royaume-Uni.
Il avait été arrêté à l'aéroport d'Heathrow pour avoir utilisé une carte de crédit qui avait été déclarée volée au Japon. Il avait pris le pseudonyme de César Ortigoza Vera, ce que les policiers ont cru, et il avait été condamné à une amende de 400 livres sterling. Il a alors de nouveau échappé au tribunal et s'est volatilisé. Il est très logique que les délits qu'il ait commis dans différentes juridictions le soient sous des pseudonymes différents. Parce qu'il est alors beaucoup plus difficile pour la police d'avoir une vue d'ensemble de la situation et qu'il est beaucoup plus probable pour lui de s'en tirer à bon compte. Mais ces pseudonymes ne fonctionnaient si bien que parce que la technologie policière de l'époque était rudimentaire. C'est ainsi que l'escroc a pu éviter que sa véritable identité ne soit révélée. Il a eu de la chance car à la fin des années 90, la police métropolitaine n'avait pas de système automatisé de recherche d'empreintes digitales. Ainsi, lorsqu'il a été arrêté pour ce qui était considéré à l'époque comme un délit mineur isolé, ces empreintes digitales n'ont pas été relevées et comparées à des délits en cours dans tout le pays, comme elles le seraient aujourd'hui. Si ce système avait été en place, la police aurait su qu'elle avait affaire à l'escroc international Juan Carlos Guzmán Betancourt. 2 ans après son arrestation à Heathrow, Betancourt est retourné dans la capitale britannique. En mai 2001, il est de retour à Londres et s'infiltre dans des hôtels de luxe à Mayfair, Knightsbridge et Park Lane. Dans l'un des hôtels, il aurait volé des bijoux et des espèces à hauteur de 40 000 livres sterling, et dans un autre à hauteur de 15 000 livres sterling. Betancourt doit éprouver un réel plaisir à entrer dans un hôtel les mains vides, puis à en ressortir avec parfois des dizaines de milliers de livres sterling. Peut-être que cela lui donne l'impression d'être quelqu'un, parce qu'après tout, il doit être meilleur. Il doit être plus malin que l'élite qu'il vole. À ses yeux, il n'est pas un simple voleur. La routine soigneusement élaborée de l'escroc lui a permis de quitter Londres avec plus de 50 000 livres sterling, et il a quitté la capitale avec style. Dans l'un des hôtels, il a volé une carte Amex et a loué une Bentley avec chauffeur à 400 livres sterling pour le conduire à l'aéroport, où il achète un billet pour Paris. Il dépense aussi 8 000 livres sterling en bijoux et en vêtements de marque. Betancourt s'envole avec ses possessions mal acquises et disparaît une fois de plus sans conséquence, à destination de Paris. Et son mode opératoire a continué. En 2003, Betancourt était à Las Vegas. Il avait réussi à revenir aux États-Unis sans être repéré, prêt à dévaliser les hôtels qui bordaient le Strip. En août 2003, à Las Vegas, il poursuit son escroquerie d'hôtel et réalise la plus audacieuse d'entre elles à ce jour. Dans 2 hôtels de Las Vegas, 2 hôtels de luxe, il a volé des espèces et des bijoux à hauteur de 200 000 livres sterling. L'assurance et la confiance en soi nécessaires pour réussir ce qu'on pourrait décrire comme un cambriolage, c'est assez impressionnant. Parce qu'il doit être capable d'entrer dans cet hôtel et de dire, non seulement verbalement, mais avec tout son langage corporel, qu'il est l'un des leurs et qu'il est à sa place dans cet endroit. J'imagine qu'il devait être immergé dans ce rôle, mais cela devait aussi être très excitant, car c'est un exercice plutôt complexe. On se croirait dans une scène d'Ocean's 11. Les détectives de Las Vegas ont relaté qu'il volait des montres Rolex à 50 000 livres sterling dans les chambres et qu'il les distribuait aux serveuses qui faisaient du bon travail. Mais agir comme un Robin des Bois des temps modernes n'est pas le seul rôle que Betancourt ait joué. Selon la mythologie de Betancourt, il raconte aux gens qu'il est le fils d'un diplomate et aussi un prince colombien. Ce que l'on constate, chez les escrocs de haut niveau comme Betancourt, c'est que, d'un côté, ils aspirent, désespérément, à ce style de vie idéal. Mais en même temps, ils le méprisent, en quelque sorte, car ils pensent que ces riches méritent d'être victimes de leurs actions. Ils méritent de se faire arnaquer. Vous avez donc cette étrange dichotomie, cette dissonance entre ce à quoi vous aspirez, et en même temps ce que vous méprisez. Après son voyage à Las Vegas, Juan Betancourt est retourné à Londres en novembre 2004. Grâce aux nombreux pseudonymes de Betancourt, il a toujours échappé à la loi lorsqu'il a commis ses escroqueries 5 étoiles dans la capitale britannique. Mais il était loin de se douter, lorsqu'il s'est mis au travail cette fois-là, que sa réputation d'escroc notoire était si grande que la police métropolitaine savait désormais exactement qui il était. En 2004, il était de retour à Londres, sur ses terrains de chasse favoris de Kensington et de Park Lane, et il aurait volé 36 000 livres sterling à un homme d'affaires dans l'un de ses hôtels. Les policiers ont soupçonné que c'était l'œuvre de Betancourt, mais ils ne pensaient pas qu'il se trouvait au Royaume-Uni à ce moment-là. Ils pensaient qu'il était à Las Vegas ou en Russie. Cependant,
un événement survenu le 20 décembre a prouvé que la théorie de la police était complètement erronée. Un policier a reconnu Bettencourt alors qu'il marchait dans la rue, et après l'avoir suivi, il l'a arrêté. La veste en cuir que Bettencourt portait au moment de son arrestation valait 2000 livres sterling et avait été volée dans l'une des suites d'un hôtel de Park Lane, à Londres, tout comme la montre de 8000 livres qu'il portait. Bettencourt n'avait pas de pseudonyme derrière lesquels se cacher, et pendant sa détention, le passé de l'escroc l'a finalement rattrapé. Là où il logeait, la police a trouvé un certain nombre de fausses cartes d'identité, ainsi qu'un passeport russe. Ils ont aussi trouvé un passeport espagnol portant sa photo et le nom de David Iglesias Vieto, qui avait été volé aux îles Canaries. La police a trouvé des milliers de livres sterling en différentes devises, ainsi que les vêtements et les bijoux qu'il avait volés à l'hôtel d'Orchester. Bettencourt a avoué ce qu'il s'était passé en 2001 et 2004. Il a accepté que 14 chefs d'accusation soient pris en compte, et il a plaidé coupable pour les vols de 40 000 livres sterling en 2001 et 36 000 livres sterling en 2004. Pour n'importe qui, cela s'avérerait être un travail prolifique. Pour n'importe qui, cela représente beaucoup d'argent. Mais j'imagine qu'à ses yeux, compte tenu de ses origines très modestes, il devait vraiment avoir l'impression de mener la grande vie. Cela lui permettait d'obtenir tout ce dont il avait besoin. En avril 2005, Juan Carlos Guzmán Bettencourt, âgé de 29 ans, a été condamné à 3 ans et demi de prison. En réalité, il passera beaucoup moins de temps derrière les barreaux. Bettencourt a été condamné à la prison de Stanford Hill sur l'île de Sheppey, qui est une prison de basse sécurité. Il n'était qu'à 2 mois de sa peine de 3 ans et demi lorsqu'il a dit au gardien de prison qu'il avait un rendez-vous chez le dentiste. Dans les prisons ouvertes, il est courant que les détenus puissent faire ce genre de choses. Un rendez-vous a donc été pris et il est parti. En avril 2005, Juan Bettencourt a quitté la prison pour aller chez le dentiste. Étonnamment, il est effectivement allé à ce rendez-vous. Mais par la suite, il n'est pas retourné en prison. Il a poursuivi sa route. Il a traversé le pont pour revenir sur le continent et a disparu. Moins de 3 mois après le début de sa peine de 3 ans et demi, Bettencourt a quitté Stanford Hill pour ne plus jamais y revenir. Il a juste poursuivi sa route sur le pont qui mène au continent. À la une, on pouvait lire « Un voleur de bijoux extravagant s'évade de prison ». L'escroc était loin de se douter que ce simple titre de journal allait être la clé de sa chute. Toutefois, il allait d'abord exécuter l'une de ses escroqueries les plus audacieuses à ce jour. Cette fois-ci à Dublin. En 2005, Juan Carlos Guzmán Bettencourt était l'un des escrocs les plus célèbres du monde. Parcourant le monde et dévalisant au passage les hôtels les plus illustres. La justice avait arrêté le Colombien pour l'arnaque d'un hôtel 5 étoiles à Londres. Mais moins de 3 mois après avoir commencé à purger une peine de 3 ans et demi, Bettencourt a réussi à s'échapper. Il a disparu. Personne ne savait où il allait réapparaître, mais ce serait sans doute non loin d'un prestigieux hôtel 5 étoiles. Il approche des 30 ans, et que sait-il faire d'autre? Rien. Il ne reste jamais longtemps au même endroit. C'est un solitaire. Donc, c'est une histoire plutôt tragique, si elle n'était pas moralement condamnable. 10 jours seulement après avoir esquivé sa peine de prison, Bettencourt est arrivé à Dublin, la capitale de l'Irlande. À Dublin, il a utilisé l'un de ses pseudonymes, parmi la douzaine qu'il avait, en prétendant cette fois être Alejandro Cuenca, un Espagnol de 25 ans. Armé d'une nouvelle identité, d'un nouvel âge et d'une nouvelle nationalité, le Colombien de 29 ans commence son escroquerie d'hôtel 5 étoiles. Seulement, cette fois-ci, alors qu'il venait de s'échapper de prison, le fugitif a dû changer ses habitudes et se placer dans une position extrêmement vulnérable. Le 16 juin 2005, à 9h30 du matin, Bettencourt entre dans un hôtel 5 étoiles du centre-ville de Dublin. Il porte alors un jean bleu et un t-shirt sur lequel était inscrit le slogan « Économisez l'eau, buvez de la bière ». D'habitude, il porte des vêtements de marque, mais cette fois-ci, il venait de sortir de prison. Il était probablement en manque d'argent à ce moment-là, et il a donc improvisé avec ce qu'il avait, son assurance et son charme. Lorsqu'il est entré dans l'hôtel, il s'est immédiatement dirigé vers les couloirs et les ascenseurs, donnant l'impression d'être un client de l'hôtel qui allait directement dans sa chambre. Bettencourt commençait traditionnellement son escroquerie en prenant son temps et en veillant à devenir un visage familier pour le personnel de l'hôtel. Son but étant de leur faire croire qu'il était un client. Mais à Dublin, ce n'est pas ce qu'il a fait.
Il a sauté ses mesures de sécurité de son cambriolage, et s'est lancé directement, au risque de voir son escroquerie tourner au vinaigre. À 10h15 ce matin-là, nous savons que Bettencourt s'est rendu au dernier étage, où il a rencontré une femme de ménage sortant de la suite de luxe, qui coûte habituellement environ 1 000 € par nuit. Un couple d'Américains de Beverly Hills, à Los Angeles, séjournait dans la suite pour leurs vacances, avec leurs enfants et la grand-mère de ces derniers. Bettencourt avait décidé de jeter son dévolu sur la suite la plus chère de l'hôtel. Cependant, le risque qu'il prenait alors était énorme. En effet, il comptait entièrement sur son charme hypnotique pour réussir. Sa première interaction avec la femme de ménage a été de dire qu'il était le frère du client de la chambre et qu'il séjournait dans la suite de l'hôtel. Il lui a dit avoir oublié la clé de sa chambre, qu'il avait laissée à l'intérieur. Il lui a demandé de le laisser entrer dans la suite, ce qu'elle a refusé. Je crains que vous ne puissiez pas non. Je ne suis pas autorisée à faire entrer des clients dans les chambres. Elle lui demande de se rendre à la réception, où on lui remettra une nouvelle clé. En s'écartant du scénario, l'escroc n'a pas réussi à se frayer un chemin dans la suite. Cependant, il n'a pas été découvert. Même si elle n'a pas voulu lui donner la clé, il n'avait pas éveillé ses soupçons. Il s'est montré très poli et ils ont même parlé de tout et de rien après cela. Pendant ce court laps de temps, il a toutefois recueilli une information essentielle. Il a appris que la famille américaine avait réservé une babysitter pour la suite de l'hôtel ce soir-là, et il a donc pu se rendre à la réception, confiant et armé de cette information. L'escroc a potentiellement acquis la clé pour réussir la prochaine étape de son délit. Toutefois, Bettencourt tentait là son coup le plus risqué jusqu'à présent. Bettencourt s'est rendu dans le hall d'entrée pour s'entretenir avec le réceptionniste. Il s'est d'abord adressé au réceptionniste dans un mauvais anglais, puis lui a dit « Vous parlez français ?» C'était le cas, et les deux hommes entament une conversation en français au cours de laquelle Bettencourt explique qu'il a égaré la clé de sa chambre. « Pouvez-vous la remplacer ?» Il a convaincu cette personne de lui refaire une nouvelle carte d'accès. Et alors qu'il s'éloignait, il se retourne et dit avec assurance « Au fait, c'est bon pour le babysitting ce soir ?» Oui monsieur, 8 heures. Merci beaucoup. Je vous en prie. Le réceptionniste avait en fait réservé la babysitter ce matin-là par l'intermédiaire de l'intendance. Il était donc au courant de la réservation. Vous pouvez donc imaginer qu'en posant cette question, la personne à l'accueil n'a eu aucun doute sur le fait qu'il était bien celui qu'il prétendait être. Maintenant en possession d'une jolie carte, Bettencourt pouvait revenir à son escroquerie classique. Il a donc la carte d'accès et le numéro de la chambre, et il se dirige vers la suite. Il s'assure qu'il n'y a personne à l'intérieur et entre dans la suite de l'hôtel. Il a ensuite procédé à un balayage général de la chambre, pour voir si rien de précieux ne traînait à l'intérieur, avant d'appeler l'opérateur de l'hôtel. Il leur explique dans les grandes lignes que ses enfants ont joué avec la combinaison du coffre-fort, et qu'ils l'ont changé, et qu'il ne peut donc pas l'ouvrir et a besoin que quelqu'un vienne pour lui donner accès. L'opérateur a alors pris contact avec le responsable de la sécurité de l'hôtel pour qu'il se rende dans la suite du client pour s'en occuper. Après avoir improvisé l'accès à la chambre, Bettencourt a pu revenir à son scénario fétiche. L'agent de sécurité était muni d'un décodeur de coffre-fort qu'il a placé sur le coffre. En l'espace d'une minute ou deux, il a réussi à ouvrir le coffre-fort. Pendant ce temps, Bettencourt s'est engagé dans une conversation à bâton rompu et a donné l'impression qu'il était, en tout point, le client légitime de cette chambre. Bettencourt a été tout à fait convaincant. L'arnaque a fonctionné une fois de plus. Lorsque l'agent de sécurité a ouvert le premier coffre, il a vu une grande quantité d'espèces ainsi que des passeports. Bettencourt demande alors « Pourriez-vous ouvrir le coffre-fort de la deuxième chambre ?» L'agent de sécurité se rend dans la deuxième chambre et ouvre le coffre-fort. De nouveau, Bettencourt avait donné la même excuse. « Mes enfants font ça avec les coffres-forts dans tous les endroits où on va. » L'agent de sécurité, croyant les dires de Bettencourt, a simplement ouvert les coffres puis est parti. Et Bettencourt pouvait se mettre au travail. Il s'est donc servi allègrement dans le coffre, qui contenait un passeport américain, une carte American Express, une bague en rubis et des espèces à hauteur de 2000 livres sterling. Il a ensuite scellé les deux coffres en entrant son propre code PIN, et il a quitté la pièce en l'espace de quelques minutes. Après 75 minutes dans l'hôtel, Bettencourt avait volé l'équivalent de 2000 livres sterling en dollars américains, sans parler de la carte de crédit, des bijoux et du passeport. Contre toute attente, Bettencourt avait réussi. C'était un maître de l'escroquerie.
Après avoir quitté l'hôtel ce matin-là, Bettencourt s'est rendu à Grafton Street, le quartier des commerces haut de gamme de la ville de Dublin. À l'aide de la carte American Express qu'il avait volée, il a acheté un certain nombre d'articles coûteux dans divers magasins de la zone. Il est d'abord allé dans un magasin de disques des environs de Grafton Street, où il a dépensé 500 livres sterling en CD et DVD. Et il ne faisait que s'échauffer pour ce qui allait suivre. Il s'est ensuite lancé dans l'achat d'un grand nombre de vêtements coûteux, avant de se rendre dans l'une des bijouteries les plus luxueuses de la ville de Dublin, et d'acheter avec la carte une montre Rolex au prix de 16 000 €. Une heure après avoir quitté l'hôtel, Bettencourt avait dépensé près de 20 000 livres sterling, dont 11 000 pour une montre. Et Rowan Bettencourt l'avait fait bien avant que les résidents de l'hôtel ne se rendent compte que quelque chose n'allait pas dans leur suite. Les touristes américains que Bettencourt avait cambriolés ne se sont rendus compte que le lendemain que leur coffre avait été vidé, quand ils ne sont pas parvenus à ouvrir les coffres au moment de faire leurs valises. Ils ont appelé la sécurité de l'hôtel et ont été très surpris d'entendre le responsable de la sécurité leur raconter ce qui s'était passé la veille. Les clients ont été tout aussi choqués lorsque les coffres-forts ont été ouverts et qu'il n'y avait rien à l'intérieur. La famille avait été cambriolée, et jusqu'à ce moment-là, elle n'en avait pas la moindre idée. Ces délits peuvent souvent être considérés comme romantiques, vous savez, ces délits anonymes, commis par un escroc aimable et intelligent qui fait son entrée, et qui arnaque les gens en les séduisant avec son éloquence brillante. Mais il s'agit de personnes réelles. Ils ont dû se sentir violés, vous savez, quelqu'un était entré et avait volé leurs biens personnels. Ce n'est pas anonyme, c'est réel, et ça fait mal. Comme Bettencourt n'a pas à faire face à ses victimes, il ne s'agit pas d'une escroquerie directe. Il n'a pas besoin de penser aux conséquences pour ses victimes, et il doit s'imaginer qu'il peut se leurrer lui-même. En réalité, c'est comme un voyou qui dit « Regardez-moi, regardez comme je suis diabolique et audacieux, regardez ce que je fais », sans avoir à penser à l'aspect émotionnel de ce qu'il fait, ni même à la dévastation qu'il cause. Après cette découverte troublante, la police a été appelée. Au début de l'enquête, la priorité du détective de la Garda, Brian McGlynn, a été de recueillir le plus d'informations possible. Quand j'ai visionné les images de vidéosurveillance de l'hôtel, j'ai pu voir l'homme que l'agent de sécurité avait désigné comme étant celui qui avait ouvert le coffre-fort. Une idée du déroulement des événements du 16 juin 2005 commençait à se former. Le problème était que personne n'avait la moindre idée de l'identité de ce voleur rusé, ni d'où il se trouvait. Mais la carte de crédit qu'il avait volée a révélé ses mouvements après qu'il ait quitté l'hôtel 5 étoiles. J'ai obtenu cette information en interrogeant American Express sur le nombre de transactions effectuées avec la carte après son vol. J'ai décidé d'appeler chacun des magasins pour deux raisons. La première, pour vérifier les images de vidéosurveillance de Bettencourt effectuant ses achats. La deuxième, pour mettre la main sur tous les reçus originaux, que Bettencourt avait sans doute manipulés lorsqu'il signait les différentes transactions. Ces reçus permettaient de recueillir des empreintes digitales. Pendant que l'on vérifie les empreintes sur les documents, Brian McGlynn retourne à l'hôtel 5 étoiles pour interroger officiellement les employés. Et il a eu de la chance. Ce matin-là, j'attendais de parler au responsable de la sécurité. Debout dans le hall d'entrée, j'ai pris un exemplaire du Times, un journal du Royaume-Uni. Sur l'une des pages, j'ai lu un article concernant un voleur de bijoux extravagant qui s'était échappé d'une prison britannique. D'après ce que j'ai lu, ce voleur de bijoux ciblait les chambres d'hôtel. Lorsque l'agent de sécurité m'a rejoint dans le hall d'entrée, je lui ai tout de suite montré le journal et lui ai dit « C'est lui ». Et il a répondu « Oui ». La Garda de Dublin sait désormais qu'elle est à la recherche de Rowan Bettencourt. En lisant l'article, j'ai pu constater que la police métropolitaine de Londres avait déjà eu affaire à lui, et que l'article y faisait référence. C'était donc mon premier point de contact. Je pensais vraiment que Bettencourt aurait quitté le territoire à ce moment-là. Mais la police métropolitaine de Londres m'a dit que c'était impossible. C'est sûr qu'il est encore à Dublin, et qu'il frappera à nouveau. Brian McGlynn a alors averti les autres hôtels haut de gamme de la ville, les prévenant qu'ils pourraient être pris pour cible. Chaque hôtel a pris en compte l'avertissement. Mais le personnel me regardait en souriant et disait « Cela ne nous arrivera jamais ». C'est sur cette attitude que Bettencourt s'est appuyé pendant toute la décennie où il a réalisé ses escroqueries 5 étoiles. Toutefois, le détective estimait qu'au cours de son séjour en Irlande, l'escroc ne résiderait pas dans le même environnement luxueux que celui où il avait volé. Il a supposé que le logement de l'escroc devait se situer dans un environnement un peu moins reluisant. J'avais l'intuition que Bettencourt séjournerait dans un quartier particulier du centre-ville de Dublin, où on trouve toutes les auberges de jeunesse.
En fait, je pensais qu'il aurait envie de faire profil bas et de loger dans un endroit où l'on ne pose pas trop de questions. Après tout, Bettencourt était un fugitif en cavale, et j'ai donc concentré mon attention sur ce quartier particulier de Dublin. Brian McGlynn s'est attelé à un travail traditionnel de détective pour vérifier si son intuition était bonne. En utilisant la photo de Bettencourt obtenue grâce au journal, j'ai décidé de rédiger un prospectus. J'ai passé une journée entière à téléphoner à tous les bed and breakfast, auberges et hôtels du centre de Dublin pour distribuer ces prospectus. J'ai parlé au personnel de chacun de ces établissements et leur ai demandé « Cet homme loge-t-il chez vous ? Et si c'est le cas, appelez-moi. » L'intuition de Brian McGlynn était bonne. Nous avons reçu un appel téléphonique d'une auberge non loin, nous informant que Bettencourt, l'homme sur le prospectus, se trouvait actuellement dans l'auberge. Étant donné la distance à laquelle je me trouvais, j'ai pris contact avec le poste local de la Garda, demandant à ce que 2 policiers en fonction se rendent à l'auberge dans l'optique de mettre cet homme en état d'arrestation. Une semaine après que Bettencourt ait sévi dans l'un des plus grands hôtels de Dublin, le travail acharné du détective a porté ses fruits, et l'escroc s'est retrouvé en garde à vue. Bettencourt portait la même montre Rolex que celle qu'il avait achetée la semaine précédente avec la carte American Express volée. Il avait en sa possession un passeport américain pour être précis, qui appartenait au touriste victime du cambriolage de la chambre d'hôtel. Il l'avait déjà retouché en y insérant sa photo, laissant entendre que sa prochaine destination serait les États-Unis. Des années plus tôt, il avait dit que c'était le pays où tout est possible, donc c'était sans doute son plan. La Garda savait exactement qui il était. Cependant, Bettencourt a usé de tout son charme en tentant de convaincre Brian McGlynn qu'en réalité, il était Alejandro Cuenca. Bettencourt a expliqué qu'il s'appelait Alejandro Cuenca. Il m'a donné sa date de naissance et m'a expliqué qu'il était de nationalité espagnole. Pour me convaincre, il a relevé sa manche pour me montrer un tatouage du drapeau espagnol sur le haut de son bras. Si je n'avais pas les informations dont je disposais, je l'aurais cru. Le détective était sûr que l'homme qui était en garde à vue était un escroc. Mais il fallait absolument qu'il le confirme. Une fois arrêté, la procédure normale consiste à prendre ses empreintes digitales et sa photo. C'était la procédure habituelle pour chaque prisonnier. Mais en ce qui concerne Bettencourt, j'ai décidé qu'il était nécessaire d'envoyer ses empreintes digitales, via Interpol, à la police métropolitaine de Londres. Pour obtenir la confirmation que le prisonnier que j'avais arrêté était, bel et bien, Juan Bettencourt. Ils ont pu vérifier et revenir vers moi en me disant « c'est exact ». Les empreintes ont confirmé ce que le détective savait déjà, et face à face, Brian McGlynn a immédiatement compris pourquoi Bettencourt était un escroc aussi efficace. Il était très calme, très poli, presque timide, c'est ainsi que je le décrirais. Il a répondu à toutes les questions avec sincérité, à mon avis, et il a pleinement reconnu son délit. Mais alors que Bettencourt croyait duper la Garda pour qu'elle le libère sous caution, il ne se doutait pas qu'il n'était pas le seul à avoir une stratégie en tête. Lors de l'interrogatoire de Bettencourt, j'ai opté pour une stratégie consistant à ne pas lui révéler que nous étions au courant de sa véritable identité. Il s'est montré très coopératif en ce qui concerne tous les aspects du délit. L'escroc a souvent une vision exagérée de lui-même, et il lui arrive de vouloir montrer ce qu'il a fait et à quel point il est intelligent. En ce sens, le laisser parler jusqu'à ce qu'il commette une erreur est une bonne idée. Mais il faut aussi prendre en compte le fait que Bettencourt a une sorte de mode opératoire assez standard lorsqu'il est arrêté. Parce qu'il est persuadé, grâce au pseudonyme qu'il a utilisé, que ses anciens délits ne lui seront pas imputés. Peut-être pense-t-il que s'il reconnaît les délits qu'il a commis dans cette juridiction et qu'il joue le jeu, s'il se plie aux exigences de la police, alors, il sera libéré sous caution et pourra quitter le pays. Si nous n'avions pas connu la véritable identité de Bettencourt, il est probable qu'il aurait été libéré sous caution par la police et qu'il aurait ensuite pris la fuite. Mais il ne savait pas que nous connaissions sa véritable identité. Utilisant le personnage d'Alejandro Cuenca, Bettencourt a tout avoué. Mais cette fois, c'est l'escroc qui va se faire duper. J'attendais le bon moment pour dire « Je sais exactement qui vous êtes. Vous êtes Juan Carlos Guzmán Bettencourt. » Le monde de l'escroc n'allait pas tarder à s'écrouler, et le nombre effarant des pays dans lesquels l'homme était recherché allait être révélé au grand jour. En 2005, la carrière d'escroc et de voleur d'hôtel de Juan Carlos Guzmán Bettencourt a fini par le rattraper.
En se faisant passer pour un client, le Colombien avait accédé à une suite dans l'un des meilleurs hôtels 5 étoiles de Dublin et avait vidé le coffre-fort de ses passeports, bijoux, milliers de livres sterling et cartes de crédit. Il a dépensé plus de 20 000 livres sterling en 1 heure. Lors de l'interrogatoire de Bettencourt concernant le cambriolage de l'hôtel, il s'est montré pleinement coopératif en nous expliquant comment il avait parlé aux femmes de ménage, aux réceptionnistes et au personnel de sécurité, et comment il a vidé les coffres de l'établissement. Il s'est également montré coopératif et sincère à propos de ses interactions avec diverses personnes dans les magasins où il s'était rendu avec la carte American Express. Placé en garde à vue, l'escroc a cru que la Garda le prenait pour un Espagnol de 25 ans, Alejandro Cuenca, et a avoué en détail ce qu'il avait fait le 16 juin 2005. J'ai reçu la confirmation par Interpol que les empreintes digitales relevées sur le prisonnier confirmaient qu'il s'agissait bien de Juan Carlos Guzmán Bettencourt. Les informations disaient également qu'il était recherché et qu'il avait pris la fuite avant son procès. Il était recherché dans un certain nombre de juridictions. Mais Bettencourt ignorait totalement que le détective Brian McLean et la Garda de Dublin savaient qu'il était un escroc et un voleur d'hôtel, tristement célèbre et recherché au niveau international. Maintenant qu'il détenait tous les faits et une confession complète et franche, ils pouvaient lâcher leur bombe et dire qu'ils savaient qu'il était Juan Bettencourt. Je l'ai rencontré lors de mon dernier entretien, que j'ai commencé en lui disant « Je sais exactement qui vous êtes. Je sais que vous êtes Juan Carlos Guzmán Bettencourt. Je sais que vous venez de Colombie. » Le prisonnier a répondu « Je n'ai plus rien à vous dire » et il n'a pas donné d'autres réponses pendant cet entretien, ni à aucun moment par la suite. Sous le pseudonyme d'Alejandro Cuenca, Bettencourt avait tout avoué. Il pensait que cette tactique lui permettrait d'être libéré sous caution et de par la suite quitter le pays. Il se trompait lourdement. Cette fois, l'escroc n'a pas pu s'échapper. Plus tard dans la journée, Bettencourt a été inculpé d'infractions liées aux délits pour lesquels il avait été arrêté. Il a été traduit devant le tribunal correctionnel de Dublin, où j'ai témoigné de son inculpation. Bettencourt a été placé en détention provisoire. Il n'a pas demandé à être libéré sous caution après son inculpation. Il est resté en détention provisoire jusqu'à son audience l'année suivante, où il a plaidé coupable et a été condamné à 2 ans de prison. Comme il était en détention provisoire, il avait déjà purgé une bonne partie de sa peine de 2 ans, de sorte qu'il devait être libéré en décembre 2006. Alors qu'il était détenu en Irlande, Interpol a adressé une déclaration à tous les pays dans lesquels Bettencourt était recherché, les invitant à présenter une demande d'extradition. Bien que Bettencourt se soit échappé d'une prison britannique en 2005, il n'a pas été extradé vers le Royaume-Uni. C'est la France qui a été la première nation à demander un ordre d'extradition. Fin 2001, la police parisienne avait arrêté et brièvement détenu l'escroc, qui avait trompé le personnel d'un hôtel, en lui soutirant des clés de chambre. Cependant, dans son style habituel, après avoir été libéré à Dublin en décembre 2006, l'escroc a disparu dans des circonstances mystérieuses une fois la procédure d'extradition lancée. Bettencourt a refait surface en septembre 2009, après avoir disparu pendant près de 3 ans. Il a été arrêté dans le Vermont après avoir affirmé qu'il avait accidentellement franchi la frontière américaine depuis le Canada à la suite d'une panne de voiture. Il semble qu'il ait tenté de revenir en douce dans le pays qu'il avait dupé la première fois en 1993. Une fois de plus, l'escroc est détenu par les États-Unis. En entrant illégalement dans ce qu'il avait décrit comme la terre où tout est possible, il devra maintenant être jugé et condamné pour les infractions qu'il a déjà commises et pour lesquelles il a été reconnu coupable. Le 9 juin 2010, Bettencourt a plaidé coupable à l'accusation d'être entré illégalement aux États-Unis. Il risque jusqu'à 10 ans de prison. Il est aussi recherché dans 4 États pour ses escroqueries, notamment le vol de 160 000 livres sterling dans un hôtel à Las Vegas en 2003. Et il se peut qu'ils engagent des poursuites. L'escroc international est également recherché au Canada, en Colombie, au Japon, au Mexique, en Russie, en Thaïlande et au Venezuela. Il semble que la seule chambre à laquelle Bettencourt aura accès dans un avenir proche soit une cellule de prison. Mais même maintenant qu'il est derrière les barreaux, ce délinquant raffiné, beau et charmant reste un mystère complet. Il est probablement l'un des escrocs les plus accomplis au monde. Ce n'est que lorsque la police le confronte et lui dit « Nous savons qui vous êtes », qu'il est déstabilisé ou effrayé.
Mais pour le reste, il semble assez fier de ses délits et de ce qu'il a accompli jusqu'à présent. On peut se demander s'il s'agit là de la nature même de l'escroc. Ou alors, il s'est passé quelque chose, dans une enfance très difficile et défavorisée, qui donne à Bettencourt l'envie de continuer à fuir, continuer à utiliser des pseudonymes et à passer d'un pays à l'autre. On se demande s'il pourra un jour se poser. Et c'est bien triste. Ne peut-il cesser de faire semblant? Ne peut-il s'arrêter de courir? Aujourd'hui âgé de 33 ans, Juan Carlos Guzmán Bettencourt est aussi énigmatique que lorsqu'il est arrivé mystérieusement à Miami en 1993. Ce mystère alimente la fascination du monde entier pour l'escroc d'hôtel. Je savais que ce type avait quelque chose de spécial, qu'il était recherché dans le monde entier. Je savais que plusieurs services de police en Europe et aux États-Unis s'intéressaient à lui. Mais je n'aurais jamais pu prévoir l'intérêt médiatique qu'il a suscité lorsqu'il a été arrêté et traduit en justice. Il ne connaît pas d'autre mode de vie. Que peut-il faire d'autre? Il n'a pas de maison. Il n'est que cette espèce de délinquant de passage. En réalité, sans la dimension morale, ce serait une histoire plutôt triste.